par messieurs de la Merveille et Champloret, pour le compte de négociants malouins intéressés par le café du Yémen, que s'établissent les premiers contacts avec Mehmed Ben Déni, sultan de Tadjoura. Un véritable traité d'amitié entre la France et les sultanats de Tadjoura, Gobad et Raïta n'est signé que 156 ans plus tard, le 11 juillet 1862. Il cède à la France le mouillage d'Obok et la plaine côtière qui s'étend du ras Ali au ras d'Ouméra. Le premier gouverneur du territoire d'Obok, le comte Léonce Lagarde, s'installe le 24 juin 1884. Il est accompagné d'un détachement de 25 marsouins, commandé par un sergent de marine provenant du 1er régiment d'infanterie de la marine. À partir de 1890, la relève est assurée par le 5e régiment d'infanterie de la marine, nouvellement créé, régiment qui vit encore aujourd'hui à Djibouti, sous l'appellation de 5e régiment interarmes d'outre-mer. Le cimetière marin d'Obok conserve la mémoire de cette première présence militaire française dans la Corne de l'Afrique. Avec le transfert du siège de l'administration française d'Obok vers Djibouti et son important développement qui voit notamment la construction de la ligne de chemin de fer franco-éthiopien, la présence française se fait plus nombreuse pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité et d'administration territoriale. Une milice indigène est créée en 1897. Elle est encadrée par des officiers de l'infanterie de marine et prend en 1912 l'appellation de garde indigène de la côte française des Somalies. Le capitaine Depuis y est affecté en 1911. Le 1er août 1914, la France mobilise. La guerre est déclarée. Le premier conflit mondial a éclaté. Le jeu des alliances au sein des nations européennes embrasse l'Europe, mais aussi les empires coloniaux. La côte française des Somalies n'échappe pas à la tourmente. La France a besoin d'hommes. Elle recrute dans ses colonies. En août 1915, un premier recrutement enrôle dans les rangs de l'armée française un contingent de travailleurs non armés originaires de Djibouti. 2 compagnies sont constituées et envoyées dans les Dardanelles rejoindre le corps expéditionnaire à Sed-Oulbar et à Moudros pour le déchargement des navires. Exposés au feu de l'ennemi, les Somalis réclament en vain des fusils pour se défendre. Ces hommes resteront marqués par cette première expérience frustrante du combat. Un deuxième recrutement est opéré au début de 1916. Le capitaine Depuis, affecté à la garde indigène depuis 1911, en est le principal maître d'œuvre. Les recrues viennent pour l'essentiel de la côte des Somalies et de Madagascar. Successivement, bataillon sénégalais de Madagascar, puis 6e bataillon de marche Somalie, et enfin, 1er bataillon de tirailleurs Somalie, il se rassemble à Saint-Raphaël le 10 juin 1916. Son effectif est 2700 hommes, 1400 Somalis, 200 Arabes, 75 Comoriens et 25 tirailleurs de diverses ethnies, Abyssins, Gallas-Hindous et Soudanais. Au début du mois de juillet 1916, le capitaine Depuis quitte Djibouti et rejoint la France pour prendre le commandement du bataillon. Pour ne pas retomber dans les erreurs de l'année 1915, il rédige aussitôt un rapport pour souligner les qualités guerrières de ces hommes. Le recrutement a été fait dans des conditions spéciales en vue d'opérations de guerre. Tous les tirailleurs sont engagés volontaires et certains, dans l'espérance des combats, ont fait 1 à 2 mois de marche pour rejoindre le centre de recrutement. Tous ces tirailleurs sont de race guerrière. Les conditions imposées aux recrues et acceptées par elles ont été de prendre part à la guerre et les tirailleurs ont prêté le serment coranique de fidélité contre n'importe quel adversaire. Les discussions préliminaires de recrutement ont toutes porté sur la formule d'engagement, les tirailleurs voulant l'assurance formelle qu'ils ne seraient pas trompés comme en août 1915. Le bataillon rejoint la région de Verdun dès le 26 juillet. Employés initialement à la réfection des routes, les Somalis n'acceptent le travail que sur la promesse d'être envoyés au front prochainement. L'attente sera de courte durée. Le premier bataillon de tirailleurs somalis va entrer dans la guerre en participant aux côtés du déjà célèbre régiment d'infanterie coloniale du Maroc et du 43e bataillon de tirailleurs sénégalais à l'un des plus beaux faits d'armes de la Grande Guerre, la reprise du fort de Douaumont. Le général Nivelle, commandant la 2e armée,
veut frapper un grand coup, après les succès défensifs de l'été, et charge le général Mangin de préparer une offensive pour reprendre la ligne des forts et dégager définitivement Verdun. Le secteur gauche est confié au général Guyot de Salins, commandant la 38e division d'infanterie. Ses ordres du 22 octobre sont les suivants. Les 2 compagnies Somalie, sous les ordres du capitaine Depuis, seront placées en tête de la vague d'assaut du régiment d'infanterie coloniale du Maroc. Le 24 octobre 1916, à 5 heures du matin, la 4e compagnie, sous les ordres du capitaine Carbonneau, en tête du 1er bataillon du RICM, rejoint sa base d'assaut à 200 mètres en avant du bastion nord-est du fort. L'heure H est fixée pour 11h40. À 11h39, la 4e compagnie, dans un élan irrésistible, sort d'un bond de la parallèle de départ et, malgré des pertes sérieuses, dépasse les vagues précédentes et participe à la réduction des îlots de résistance ennemis. Faisant de nombreux prisonniers qu'elle remet aux mains des Européens, la vague Somalie continue la poursuite. Le brouillard intense et le mélange des unités séparent le peloton Somalie du peloton arabe, mais la marche sur le deuxième objectif est reprise sous les bombardements violents. Des abris sont nettoyés à la grenade à la corne sud-est de Douaumont. Le fort est dépassé et la compagnie s'établit à 300 mètres au nord du bastion nord-est du fort, sous le feu des mitrailleuses allemandes. Dans cette phase, les tirailleurs somalis ont montré un courage et une endurance exceptionnels, malgré le marmitage intensif de gros calibres et les feux de mitrailleuses. Ils ont bravement nettoyé à la grenade les abris désignés et ont organisé la nouvelle position, malgré une fatigue extrême, après une marche des plus pénibles dans les trous d'obus, sous la pluie, dans la boue, le froid et le brouillard. Les tirailleurs, en arrivant sur le dernier objectif, étaient tous plus ou moins blessés ou contusionnés. À la tête de ces tirailleurs, le capitaine Depuis, blessé à 3 reprises en moins de 4 heures, conduit l'assaut du fort de Douaumont jusqu'au bout et n'accepte de se laisser évacuer que la 2e position atteinte, après que l'ordre lui en soit donné. Sa conduite lui vaut cette citation à l'ordre de l'armée. Le général commandant la 2e armée cite à l'ordre de l'armée le capitaine Depuis du bataillon Somalie du régiment colonial du Maroc. Il est venu volontairement participer à l'attaque du 24 octobre 1916 pour enflammer l'ardeur des Somalis de son bataillon marchant avec d'autres unités. A été blessé au moment de l'assaut, a refusé de se faire évacuer et a accompagné le chef de bataillon jusqu'à la 2e position. N'est parti que sur l'ordre qui lui en fut donné, ayant le bras paralysé. Signé Nivelle. La 2e compagnie du bataillon, commandée par le capitaine Beaufrère, reçoit l'ordre de se porter en avant et à la suite du 8e bataillon du RICR. La mission lui en est ainsi définie par le colonel Régnier, commandant le régiment. Tenir la parallèle de départ française et la première ligne allemande, quelles que soient les circonstances. Les réunir par 2 boyaux. Se tenir à la disposition du commandement pour le nettoyage du terrain en avant. Elle mène des combats acharnés toute la journée du 24. À 22 heures, elle est placée aux ordres du chef de bataillon Moda, commandant le 4e bataillon du RICM, et reçoit la mission de nettoyer la brigade 320, où sont signalés plus de 200 Allemands. Grâce à leur ardeur et à leur courage, les Somalis remplissent parfaitement leur mission et font prisonniers 4 officiers, un médecin-major, 146 soldats valides et 40 blessés ou malades allemands. 7 mitrailleuses intactes et un matériel important sont récupérés. Après ces rudes combats, le général Nivelle rédige le bulletin de victoire suivant. Officiers, sous-officiers et soldats du groupement Mangin, en quelques heures d'un assaut magnifique, vous avez enlevé d'un seul coup, à notre puissant ennemi, le terrain qu'il avait hérissé d'obstacles et de forteresses, qu'il avait mis 8 mois à arracher par lambeaux, au prix d'efforts acharnés et de sacrifices considérables. Vous avez ajouté de nouvelles et éclatantes gloires à celles de vos drapeaux. Au nom de l'armée de Verdun, je vous en remercie. Vous avez bien mérité de la patrie. Au cours de cette seule journée du 24,
le bataillon obtient 54 citations. Le RICM, auquel sont rattachés les 2e et 4e compagnies, est cité à l'ordre de l'armée par un décret du 13 novembre 1916. Le 24 octobre 1916, renforcé du 43e bataillon de tirailleurs sénégalais et de 2 compagnies somalies, a enlevé d'un admirable élan les premières tranchées allemandes. A progressé ensuite, sous l'énergique commandement du colonel Régnier, brisant les résistances successives de l'ennemi sur une profondeur de 2 kilomètres. A inscrit une page glorieuse à son histoire en s'emparant dans un assaut irrésistible du fort de Douaumont et en conservant sa conquête malgré les contre-attaques de l'ennemi. Ainsi, dès leur premier engagement, les tirailleurs somalis sont entrés dans la légende. Sur la soie de leur fanion figure le nom de Douaumont. Leur attitude au feu et leur bravoure valent à leur bataillon d'être pleinement reconnus comme une unité combattante de premier ordre. Le 21 novembre 1916, le commandement du bataillon est confié au commandant Boué, qui succède au capitaine Depuis, lequel rejoint de nouveau Djibouti comme chef de mission de recrutement. Après une période d'instruction intensive, il est de nouveau engagé avec le RICM dès le printemps 1917. Le 3 mai, il rejoint la 21e division d'infanterie pour prendre part à l'attaque du chemin des Dames. Engagé les 5 et 6 mai dans une opération de nettoyage entre Cerny-en-Launois et Aile, il perd 55 tués, 124 blessés et 65 disparus. Ces combats lui valent 2 nouvelles inscriptions sur son fanion et une citation à l'ordre de la 21e division. Sous l'impulsion vigoureuse de son chef, le commandant Boué, lors de l'offensive du 5 mai, a fait preuve d'un courage et d'un entrain remarquables, nettoyant des abris formidablement organisés, sans se laisser arrêter par la vive résistance des Allemands, et coopérant ainsi de la façon la plus efficace au succès de la division. Signé Général Dauvin, commandant la 21e division d'infanterie. Après ce succès, le 1er bataillon de tirailleurs somalis rejoint la région de Fizm. Le commandement, ayant décidé de mettre Soissons à l'abri des entreprises allemandes, il est encore fait appel au RICM et au 1er bataillon de tirailleurs somalis pour conquérir les formidables positions qui protègent le fort de la Malmaison. Pour cette offensive, chaque bataillon du régiment d'infanterie coloniale du Maroc est renforcé d'une compagnie somalie. Le commandant Boué reçoit pour l'occasion le commandement de 10 unités de mitrailleuses pour assurer l'appui de l'assaut. Le 1er bataillon de tirailleurs somalis s'illustre à nouveau magnifiquement et reçoit sa première citation à l'ordre de la 6e armée. Le 1er bataillon de tirailleurs somalis, sous le commandement du chef de bataillon Boué, a participé le 23 octobre 1917 aux attaques des bataillons du régiment d'infanterie coloniale du Maroc, entre lesquels il était réparti, a rivalisé d'ardeur avec eux et triomphé dans les mêmes luttes glorieuses. Signé Général Mestre, commandant la 6e armée. L'année 1918 voit le 1er bataillon de tirailleurs somalis engagé une 3e fois aux côtés du régiment d'infanterie coloniale du Maroc dans la région du Mont de Choisy du 30 mai au 2 juin. Tenant le mont en l'embranchement des routes menant de Kutz à Noyon et Carlepont, il repousse toutes les attaques allemandes et notamment celle du 2 juin, la plus puissante et d'une rare violence. Lorsque le 4 juin, il reçoit l'ordre de repli, il ne compte plus que 200 hommes valides. Le 28 octobre 1918, le général Pétain, commandant en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est, cite à l'ordre de l'armée le 1er bataillon de tirailleurs somalis. Bataillon indigène à l'esprit guerrier, sous l'énergique commandement du chef de bataillon Boué, s'est fait remarquer dans maints combats par son entrain, sa bravoure et son esprit de sacrifice. Du 30 mai au 4 juin, a lutté sans répit, au prix de pertes nombreuses, sur une position très difficile et a réussi à arrêter l'ennemi. Récemment, a fait preuve de belles qualités manœuvrières et d'une ardeur extrême dans la poursuite de l'ennemi. Cette 2e citation à l'ordre de l'armée permet au bataillon de se voir attribuer par le même général Pétain, le même jour, la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre.
Au cours de l'été 1918, le bataillon sera à nouveau engagé à plusieurs reprises dans l'Oise, à Lompont et Parsitigny en juillet, où la deuxième compagnie sera encore citée à l'ordre du régiment. Puis à Ourcamp et Sampigny en août, où il sera proposé pour une troisième citation à l'ordre de l'armée qui ne sera pas retenue. Le bilan du premier bataillon de tirailleurs somalis est des plus brillants, avec une proportion de récompense très supérieure à la grande majorité des régiments français. Pour 2000 Somalis engagés en 2 ans de guerre, le bataillon totalisera, outre les récompenses collectives déjà évoquées, 9 légions d'honneur, 35 médailles militaires et 1160 citations avec attribution de la croix de guerre, dont 11 à l'ordre de l'armée. Mais il aura aussi payé un lourd tribut, avec 383 tirailleurs morts sur la terre de France et 1035 blessés. La guerre terminée, le premier bataillon de tirailleurs somalis rentre à Djibouti, où il est dissous. Il ne subsiste plus qu'une compagnie qui est envoyée à Madagascar. Cette unité, débarquée à Tamatave en 1919, tient d'abord garnison à Tananarive et participe à des opérations de police où elle se distingue à plusieurs reprises. Cette compagnie, devenue 7e compagnie de 2e bataillon du 1er régiment de marche de Madagascar, est finalement dissoute en 1932. En 1933, une compagnie de tirailleurs somalis est reconstituée à Djibouti en faisant appel aux anciens gradés et tirailleurs ainsi qu'aux recrues volontaires. Elle conserve le patrimoine de tradition du bataillon somali de la Grande Guerre. Cette unité, stationnée initialement à Djibouti, est envoyée à Dikil après l'incident sanglant qui coûta la vie à l'administrateur Bernard en 1935. De 1935 à 1939, les forces stationnées en côte française des Somalies représentent 10 000 hommes, dont 1500 Européens, 6 500 Sénégalais et Malgaches, et 2000 Somalis, répartis en plusieurs formations. Le régiment sénégalais de la côte française des Somalies, le premier bataillon de marche de tirailleurs sénégalais, la milice de la côte française des Somalies, 2 pelotons méharistes créés en 1928, la batterie d'artillerie coloniale de la côte française des Somalies. Ces unités ont pour mission la défense du territoire contre toute attaque du corps expéditionnaire italien, stationné en Éthiopie, 60 000 hommes. Après l'armistice, la compagnie somalie est dissoute. Tirailleurs et gradés sont alors versés, les uns dans l'aviation, les autres dans la milice. Un certain nombre d'entre eux sont mis en congé libérable et rendus à la vie civile. Djibouti est alors soumis à un blocus britannique afin d'empêcher tout ravitaillement des forces italiennes. Celui-ci dure jusqu'au 29 décembre 1942, date à laquelle les forces françaises libres prennent le contrôle de la côte française des Somalies.